Bonjour tout le monde. Donc moi je m'appelle Mireille Matt, je suis chercheur à INRAE, je suis au LISIS, qui est un laboratoire interdisciplinaire en sciences, innovation, société. Je vais faire un petit pas de côté par rapport à ce qu'on a fait jusqu'à présent et je vais vous parler de trajectoire d'innovation et surtout d'impact. Donc oui, je suis responsable de l'équipe ASIRPA qui et une équipe qui a évalué les impacts sociétaux d'INRAE depuis une dizaine d'années. Et puis ce que je vais vous présenter, ça résulte d'une analyse d'études de entre 50 et 60 cas d'innovation qui sont issus des recherches d'INRAE. Et dans ces 50 à 60 cas d'innovation, on a caractérisé et mesuré l'impact des recherches conduites par INRAE avec tous ses partenaires. On a essayé de comprendre les processus d'innovation qui sous-tendent l'impact et notamment de caractériser pas uniquement un impact économique, mais une diversité d'impacts qui correspondent aux missions d'INRAE. Donc évidemment l'impact économique, mais aussi les impacts sur la santé, les impacts sociaux, environnementaux et politiques. Et on a essayé également, on a identifié des processus qui permettent d'accélérer, d'amplifier les impacts de la recherche, et on a développé une typologie d'études de cas. Je vous présenterai deux types de processus d'impact plus tard, pas l'intégralité de la typologie. Donc peut-être qu'est-ce qu'un impact ? Donc un impact, ça découle pas directement de l'activité de recherche, hein. Ça nous amène à finalement distinguer deux notions. La notion qu'on voit d'output dans les projets européens ou de résultats de la recherche qui, eux, découlent directement de l'activité de recherche. Alors pour prendre un exemple, ça pourrait être l'exemple des abeilles, qui est que dans un des cas, on a vu que les chercheurs INRAE avaient développé une méthode de test in vitro sur la nocivité des insecticides sur la population d'abeilles. Et différents de ces résultats de la recherche sont les impacts. Et les impacts, finalement, c'est une conséquence pour la société qui proviennent des changements induits par les résultats de la recherche ou par l'utilisation des résultats de la recherche. Et un des exemples, ou si on poursuit cet exemple, ça serait un impact politique qui résulterait de l'utilisation des connaissances de la recherche et qui a autorisé ou qui a amené à interdire les néonicotinoïdes. Pardon, celui-là à la place. Très bien. Donc un impact... Ah non, du coup celui-là il ne marche pas du tout. Allô, allô ? Ça marche ? Ah oui, ça marche, voilà. Donc l'impact, c'est quoi? Donc c'est la conséquence d'un changement observé dans la société qui normalement doit contribuer ou qui contribue souvent à un grand défi sociétal comme le changement climatique ou une alimentation plus saine. Une recherche, ça conduit pas uniquement à un type d'impact, mais on verra, ça peut conduire à une diversité d'impacts. Et un impact, ça se mesure souvent en un temps T, ce qui fait que on peut on peut mesurer l'impact à différents temps et ça sera pas linéaire. Donc comment finalement se crée l'impact, ou comment on peut résumer ça? Donc ça se crée à partir des résultats de la recherche qui sont modifiés et utilisés, qui vont générer des transformations, et ces transformations vont donner lieu à des impacts. Et vos projets de recherche, et vos projets de maturation, et votre collaboration avec d'autres acteurs, et notamment des parties prenantes, et le contexte vont pouvoir contribuer à ces impacts. Donc c'est cet ensemble-là qui explique les impacts sur la société. Donc une trajectoire d'innovation vers l'impact, c'est quoi? Alors on a l'habitude de dire que finalement l'impact, c'est une histoire de synergie. Donc c'est ce qu'on appelle un ensemble de contributions, et ces contributions, c'est la contribution d'un ensemble d'acteurs qui ont chacun un rôle très spécifique, donc qui est soit de poser sur notre maison, donc une fenêtre, hein, et donc ce ne sont pas des contributions de même nature, donc c'est des contributions de nature différente. Et si une contribution manque, on ne peut pas, l'impact n'aura pas lieu, en tout cas pas de manière ample et finie. Donc c'est à distinguer d'une conception de l'impact où ça serait plutôt lié à de l'attribution, et où aussi on dirait finalement on a les acteurs ont des contributions de même nature, et on est capable de dire à la fin
les recherches de l'INRA ont contribué, ou l'entreprise XYZ a contribué à 15% de l'effet économique total. Donc nous, dans notre conception, c'est vraiment... Ce qui est vraiment important pour comprendre cette génération d'impact, c'est le fait qu'il y ait différents acteurs qui contribuent dans des réseaux à des apports spécifiques et uniques. Donc comment on représente un chemin d'impact? Donc on a, j'allais dire classiquement et de manière linéaire, souvent on représente un chemin d'impact comme étant finalement, d'un côté on commence par mettre des inputs donc, et des chercheurs, et puis ça nous donne un certain nombre de résultats, et l'utilisation de ces résultats par des premiers utilisateurs vont générer des impacts, et ces impacts peuvent être, j'allais dire, élargir à d'autres espaces économiques ou à d'autres espaces, à d'autres types d'applications, et générer des impacts de second ordre. Donc, nous, dans Azirpa, ce qu'on considère, c'est que finalement, on ne va pas uniquement regarder les chercheurs, mais on va regarder les chercheurs dans leur écosystème. Ça veut dire on va prendre en compte dans ce chemin d'impact un ensemble d'acteurs, un ensemble de partenaires qui ne sont pas uniquement des partenaires de recherche et qui peuvent produire ces résultats. Ce qui est très important, c'est entre cette phase de résultats et ces premiers impacts, c'est l'ensemble des acteurs intermédiaires, donc de toutes les parties prenantes qui peuvent être présentes dès la recherche, mais qui vont s'enquérir, adopter les résultats, les transformer et en les utilisant, générer des impacts. Donc on a des impacts de premier niveau qui sont souvent les impacts des premiers utilisateurs. Et on a des intermédiaires, puis des impacts de deuxième niveau. Et cette généralisation, c'est vraiment le fait de... soit on a des impacts dans une région et c'est l'extension à d'autres régions, à d'autres pays, soit c'est les impacts sur la vigne, et puis après, ça va se généraliser à d'autres espèces. Et l'impact est aussi influencé par le contexte. Ça, c'est quelque chose qui est très important, parce que dans le contexte, on peut avoir des éléments qui vont soit favoriser la création de ces impacts, soit au contraire bloquer ces impacts. Et c'est aussi des éléments, le processus de génération ou d'innovation et de génération d'impact n'est pas linéaire, puisqu'il peut y avoir des problèmes qui remontent et qui peuvent être pris en compte par d'autres acteurs. Donc ça, c'est une manière schématique de représenter un chemin d'innovation, ou un chemin d'innovation qui va générer finalement des impacts. Donc oui, peut-être que pour revenir à notre cas, la maturation, elle serait... Alors, je ne sais pas où c'est qu'il n'y a pas de... C'est là, la maturation, elle serait plutôt à la fin des résultats et dans la phase intermédiaire, si on devait la mettre quelque part. Donc, dans l'ensemble de nos 60 cas, on a dérivé une typologie de 4, j'allais dire, chemins d'impact type. Donc le rôle ici, c'était pas de vous raconter ces 4 chemins d'impact type, mais d'en prendre 2. Un dans lesquels, donc parmi les 60 cas, j'ai regardé les cas dans lesquels il y avait de la maturation. Et d'ailleurs, c'est assez typique de ce que j'ai entendu ce matin. Et un autre cas qui est, j'allais dire, peut-être un peu plus extrême en termes de conception de l'innovation. Donc le premier cas, je vais juste l'illustrer. Donc ça, c'est la manière schématique, enfin la manière dont on représente un chemin d'impact dans nos études de cas, un chemin d'impact type. Et ce cas ici, c'est la création d'une sonde qui permet de détecter, de prévenir et de lutter contre les biofilms. Et donc cette sonde, elle surveille finalement la présence de dépôts organiques et non organiques dans des procédés agroalimentaires. Et ce qu'on voit ici, sans rentrer dans les détails, mais ce qu'on voit, c'est que dans ce chemin d'impact, la recherche a été développée principalement par des chercheurs d'INRAE, donc principalement par le côté recherche. Puis ils ont déposé un brevet sur cette sonde. Qui permet donc de détecter les encrassements, et il y a eu une phase de maturation. Ils ont licencié cette sonde à une start-up qui existait, Neosens.
Puis il y a eu un certain nombre de financements, des études de démonstration, et entre 2007 et 2012, entre INRAE Transfert et CEPIA, donc l'ancien département Transform, ont trouvé des financements pour pouvoir transférer et maturer la techno. Donc quelque chose, j'allais dire, de relativement linéaire, et ça a créé des impacts économiques. Donc dans la boîte qui a créé de l'emploi, chez les utilisateurs finaux, puisque finalement, en utilisant les sons, disons, des gains de réduction, ils sont peu obligés d'arrêter leur machine pour faire des nettoyages, etc., etc. Dans l'environnement, il y a un certain nombre de gains parce que ils réduisent leur consommation d'énergie et d'eau. Il y a moins de rejets d'effluents, et sur la santé humaine, on peut bien imaginer que il y a des effets évités d'intoxication. Donc, dans ces typologies, dans ce type de chemin d'impact qu'on a appelé transfert de technologie et de savoir-faire, ce qu'on constate dans la plupart de ces cas, c'est que finalement les réseaux de recherche sont des réseaux de recherche de petite taille, et que dans ces réseaux, il y a une forte proportion de partenaires académiques et assez peu de partenaires non académiques. Les réseaux de diffusion, donc quand on va vers la diffusion d'innovation, on va intégrer des partenaires industriels et des centres techniques. C'est une diffusion qui se fait souvent vers des secteurs qui sont relativement bien structurés, et dans ces cas-là, on voit que la maturation est un point important du chemin, puisqu'il permet la montée en TRL, il permet une meilleure diffusion et une meilleure exploitation de la licence d'exploitation notamment, et la diffusion dure en moyenne 5 ans, j'allais dire, le temps de faire cette montée en maturité et cette exploitation industrielle ou commerciale. Les impacts sont majoritairement économiques, et par rapport à l'ensemble de nos autres cas, c'est souvent j'allais dire, des effets économiques relativement faibles. Et l'intensité, évidemment, elle va dépendre de l'entreprise qui va s'être accaparée ou qui va commercialiser cette innovation. Et donc, elle va dépendre de sa santé financière, de sa situation concurrentielle, et de sa taille de marché. Voilà, et donc si vous avez une toute petite techno et un tout petit marché, votre effet économique sera tout petit. Et si c'est plus grand, ça sera plus grand. Voilà. Et donc on voit aussi souvent dans ce cas-là des entreprises qui n'ont pas une assise financière importante et qui se font soit racheter, soit qui périclitent. Le deuxième cadre, qui est donc un autre type qui fait partie d'un autre type de typologie, c'est le diagnostic sanitaire des pommes de terre. Alors, vous êtes certainement plus experte que moi de la pomme de terre. Donc les pommes de terre, c'est une cible de nombreux pathogènes qui sont transmis notamment par les plants. Et ici, l'idée, c'était d'améliorer la qualité sanitaire des plants en développant des outils de diagnostic. Et on voit que cette recherche, elle repose finalement, ce qui est important ici, c'est qu'elle repose sur une collaboration de très long terme avec les acteurs de la filière pommes de terre, donc la FN3PT, à l'époque le GNIS, France Agrimaire, etc. Et que cette collaboration de long terme a permis de développer un certain nombre de réactifs et de milieux sélectifs qui ont été utilisés après par ces acteurs qui ont participé à la recherche, donc aussi bien par le GNIS que par la FN3PT, etc. Et donc après, ça a permis la génération d'un certain nombre d'impact économique sur notamment la possibilité de maintenir l'avantage comparatif de la filière française sur sa qualité de plomb, sur le fait aussi qu'il y ait l'implantation de grosses entreprises étrangères pour faire venir multiplier leurs propres variétés, un impact politique sur notamment l'appui à la mise en œuvre de politiques sanitaires vis-à-vis des parasites de quarantaine, et un impact sanitaire puisque ça a évité à la France des crises sanitaires qui ont eu lieu par ailleurs dans d'autres pays européens comme l'Allemagne et les Pays-Bas. Et puis il y a aussi eu finalement des impacts de plus long terme, sur notamment des impacts politiques, sur notamment la contribution aux discussions internationales sur l'évolution de la réglementation. Donc ici, c'est des cas qu'on a qu'on appelle souvent des transformations intensives qui reposent sur des réseaux existants.
Donc ce qu'on voit, donc ce cas ici, le réseau de recherche est relativement petit, mais dans plein d'autres cas, les réseaux de recherche sont importants. Et ce qui est important, c'est qu'ils souvent, ils incluent les futurs bénéficiaires. Donc il y a beaucoup de partenaires non académiques qui sont impliqués dès le début de la recherche, qui apportent des moyens, qui apportent des compétences, qui apportent des infrastructures. Et sont des phases de recherche souvent relativement courtes, mais ici ce n'est pas le cas, c'est une phase de recherche relativement longue. Mais les acteurs impliqués après dans la diffusion de l'innovation, le partenariat de départ est relativement stable, même s'il s'élargit à d'autres partenaires. Il y a souvent d'assez grandes barrières à lever, mais elles sont levées relativement facilement dû à la stabilité de ce partenariat. On voit aussi que le rôle d'INRAE ne s'arrête pas à la recherche, mais l'INRAE et souvent ses partenaires sont impliqués dans la levée des barrières. Et donc, ce qui fait que dans ces cas-là, l'INRAE non seulement est important dans la structuration de la phase de recherche, mais également dans la structuration de la phase de diffusion. Les impacts ici sont souvent variés, donc ce ne sont pas uniquement des impacts économiques, mais souvent aussi d'autres types d'impacts sanitaires et politiques dans le cas que je vous ai montré. Et ils sont générés relativement rapidement après la production des résultats. Donc ça, c'est donc un autre cas où on voit que finalement, ce qui est important ici, c'est de construire bien en amont les partenariats qui permettent finalement d'anticiper et de répondre assez rapidement à un certain nombre de barrières que vous avez soulignées tous ce matin, ou beaucoup d'entre vous ont souligné des barrières dans leur projet. Donc, je dépasse un tout petit peu, mais quelques leçons. Donc, ce qu'on voit dans l'ensemble de nos cas, c'est que la maturation, c'est évidemment une étape importante dans le processus d'innovation. C'est pas l'unique moyen, mais ça doit être aussi vu en complément d'autres types de financement. Le gaz, j'ai marqué CASDAR, BPI, mais ça peut être bien d'autres types de financement. Il me semble ce qu'on peut voir, en tout cas dans l'utilisation de la méthode en temps réel, ce qu'on est en train de faire à l'heure actuelle, c'est que d'anticiper les barrières à l'innovation et les besoins des bénéficiaires et de construire des réseaux de recherche et d'innovation qui sont adéquats, c'est important si vous voulez arriver à une innovation et à une mise sur le marché, à une utilisation par les utilisateurs. La maturation, il me semble que ce qu'on voit aussi, c'est qu'elle doit s'inscrire dans un chemin d'innovation qui vise évidemment des impacts économiques, mais qui devrait aussi viser d'autres types d'impacts, qui pourraient viser des impacts politiques ou des impacts sociaux ou environnementaux. Je veux dire, ça pourrait aussi viser le fait d'anticiper des problèmes réglementaires et éventuellement de voir comment on peut y répondre. Probablement qu'au lieu d'avoir une vision linéaire de l'innovation, avoir une vision systémique de l'innovation, ça permettrait aussi de donner de l'ampleur à un certain nombre de projets, ou peut-être que la maturation pourrait aussi s'inscrire dans ces visions plus systémiques. Et je me permets un petit point d'interrogation, c'est est-ce que finalement cette maturation, elle ne devrait pas être suivie ou en tout cas anticipée, ou en tout cas envisagée autour de la construction d'un chemin d'impact prospectif pour pouvoir finalement anticiper les barrières et ne pas attendre qu'elles arrivent pour éventuellement y répondre et dire finalement ça ne marche pas. Merci. Merci Mireille. Est-ce qu'il y a des questions? Il y a des questions sur le chat? Est-ce qu'il y a des questions dans la salle du coup? Oui. Alors, développons, c'est quoi un chemin d'impact prospectif? Parce que ça serait d'anticiper, ça serait ce que je vous ai montré, c'est des chemins d'impact qu'on a construits une fois que la recherche a eu lieu, que les impacts ont eu lieu. Et là, ça serait de dire, est-ce qu'on peut finalement se viser un objectif et anticiper et construire le chemin d'impact sur, on en est au tenté, qu'est-ce que ça voudrait dire entre maintenant et les 5 années à venir? C'est quoi les barrières? Avec qui il faudrait que je collabore? Comment je peux les lever? Le chemin, j'ai dit que oui, c'est le chemin. C'est le chemin d'impact qui est produit. Et l'impact aussi, du coup, parce que vous allez viser quelque chose qui est... Et puis l'idée, si vous faites ça, c'est évidemment de le faire de manière itérative. C'est ce qui est fait, par exemple, dans le PPR. Ce qui est fait, par exemple... On m'entend quand je parle? Oui. Dans le PPR, Cultiver, Protéger Autrement, où Mireille accompagne les porteurs de projets pour construire ce chemin d'impact, finalement, dès le départ, et le suivre
tout au long du projet, ce qui permet de voir si on a des chances ou pas d'atteindre ce qu'on imaginait comme impact espéré au départ. J'ai l'impression qu'on le fait un peu dans les projets qui ont été présentés là. Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, j'ai beaucoup entendu ce matin cette notion de transfert, en fait, cette notion de... Et puis quand on voit les projets, j'ai l'impression qu'ils sont beaucoup construits comme mon premier type que je vous ai montré, avec la recherche qui va d'abord réfléchir, et puis après qui va maturer, et puis éventuellement qui va transférer, même si, évidemment, dans la maturation, il y a un partenaire industriel, mais j'ai l'impression que la recherche, elle pourrait être probablement réfléchie de manière... des fois avec peut-être plus directement avec ou avec des industriels ou avec des parties prenantes ou avec des utilisateurs pour voir quels sont finalement leurs besoins et de réfléchir à finalement sur mon chemin, qu'est-ce qui va manquer, qu'est-ce qu'il faudrait qu'il soit mis en place pour que mes résultats atteignent finalement les bonnes personnes. Donc ouais. Justement, en fait, c'est qui peut faire, à part vous, qui peut nous aider à monter un chemin prospectif de cette façon, parce que... Moi, je peux vous aider, mais qui peut le faire, c'est vous, parce que c'est qui mieux que vous savez quelle est la nouveauté sur laquelle vous travaillez, et qui mieux que vous allez pouvoir en parler, ça c'est vous. Moi, je peux vous fournir des outils pour vous aider à le faire. Parce qu'en fait, par exemple, dans le projet, nous, on a essayé de regrouper des gens qui vont essayer de couvrir un peu toute la filière, mais le fait est qu'on n'est qu'un rassemblement d'individualités et c'est très difficile d'avoir une vision globale et d'avoir quelqu'un qui pilote en fait ce chemin et essayer de bien l'identifier. Ouais. Et on essaie aussi de chercher, sur la fac, moi j'ai essayé de chercher des gens en cellule recherche, etc., pour nous aider. Donc il y a des gens qui nous aident, mais ils nous aident aussi sur des points très spécifiques. Et pour conduire le global, c'est très difficile. Ouais, c'est difficile de conduire le global. Après, il y a des SAT, après, il y a des offices de transfert, il y a certainement des gens qui font de la maturation qui peuvent vous aider. Mais l'idée, et après, il faut aller confronter ce chemin. L'idée, c'est que ce chemin d'impact, si vous le faites de manière prospective, il faut à un moment donné aller confronter avec l'extérieur. Évidemment, il faut avoir une propre idée de qu'est-ce qu'on veut faire quand on est chercheur, vers où on veut aller, comment on envisage la chose. Mais évidemment, après, ça va prendre du sens d'aller le confronter avec d'éventuels utilisateurs, des parties prenantes, etc. Je ne dis pas que c'est quelque chose de facile, mais ça change, en tout cas dans le PPR, c'est cultiver, protéger autrement. On voit que ça change radicalement la manière de voir des chercheurs, leur conception de la recherche et leur conception de l'implication de leur recherche dans la société. J'ai une question dans le chat de Mélanie Gélon au début. Donc, il faut donc partir sur de la recherche participative incluant les professionnels des filières. Ouais, pas nécessairement dès le départ, mais à un moment donné, confronter sa recherche ou avoir des collaborations avec des chercheurs, des parties prenantes, ça peut être une bonne idée. Ouais. Et une remarque aussi de Thomas Desferriers que les pôles de compétitivité peuvent aussi aider les partenaires publics concernant l'identification de partenaires privés dans le cadre de projets collaboratifs. Tout à fait. Ok, bon, merci Mireille. On va passer à l'intervention suivante.